Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à la programmation orientée objet en Python. Alors dans la vidéo précédente, on a vu comment créer une classe assez simple, équipe basketball, et comment créer également des objets, des instances de cette classe. Nous avons parlé aussi de la notion d'attribut d'instance ou de variable d'instance. Et on avait vu que c'était des variables qui étaient tout simplement uniques à chaque objet. Donc ici, chaque équipe aura un nom, un nombre de victoires et un nombre de défaites. Et les variables d'instance étaient setées en utilisant notre fameux ami self. Je vous avais parlé brièvement de la notion d'attribut de classe. Dans cette vidéo, on va essayer de rentrer un peu plus en profondeur, histoire de mieux comprendre l'utilité des attributs de classe. Bien avant de commencer, vu que j'ai eu à nommer mes attributs en anglais, mes méthodes également en anglais, il serait intéressant d'être constant. Je vais nommer donc ma classe aussi en anglais. Donc en lieu et place de équipe basketball, on va mettre basketball team. Également, j'aime utiliser les semcotes dans la mesure du possible. Donc là, je remplace les double quotes par des semcotes. Il n'y a pas de différence en termes de performance, mais tant que je peux utiliser les simples quotes, je trouve cela beaucoup plus joli. Si on avait par exemple, j'aime l'école. Si j'avais utilisé les simples quotes, j'allais être obligé d'échapper les quotes. Sinon, Python n'allait pas comprendre ce qui délimite ma chaîne de caractères. Mais là, on dit que ceci fait partie de la chaîne de caractères, de même que cette deuxième quote. Dans ce cas-là, en lieu et place de me fatiguer, j'allais préférer utiliser les double quotes. Mais là, vu qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on va utiliser les simples quotes. C'était juste une petite parenthèse. Intéressons-nous maintenant à la notion d'attribut de classe. Les variables de classe sont tout simplement des variables qui seront partagées par tous les objets de la classe. Donc à la différence des variables d'instance qui sont uniques à chaque objet, la valeur d'une variable de classe sera partagée par tous les objets de cette classe. Si on regarde donc notre exemple Basketball Team, quelles sont les informations qui peuvent être partagées par toutes les équipes? On peut trouver plein d'exemples, mais nous on va considérer le montant d'une amende appliquée à une équipe. Au niveau de la NBA par exemple, qui est une ligue de basketball, il y a des règles à suivre. Par exemple, tant qu'on n'est pas au niveau de la période de transfert, les équipes ne doivent pas contacter en privé les joueurs. Donc si une équipe ne respecte pas ces règles-là, elle sera assujettie à une amende. Imaginons que le montant de l'amende, c'est 50 000 $. Les basketteurs ont beaucoup d'argent. Donc là, je vais créer une variable d'instance, un attribut d'instance qu'on va appeler total fines, c'est-à-dire le montant total des amendes qui ont été appliquées à l'équipe. On va dire que lorsque chaque équipe est créée, elle n'a pas d'amende, donc la valeur est à 0. On va ensuite créer une méthode qui aura pour nom getFind. Toutes les méthodes vont avoir self en premier paramètre, comme on l'a vu, et on va dire que lorsque cette méthode est appelée, on va prendre le montant total actuel des amendes auquel on va rajouter 50 000. Donc à chaque fois qu'on applique une amende à une équipe, on va incrémenter de 50 000 son montant total d'amende. Afin de mieux lire ceci, on peut mettre un underscore. Donc c'est la même chose que d'écrire 50 000, mais avouez que ceci est beaucoup plus lisible. Donc si on avait 1 million, on aurait pu également procéder de cette manière. On a une syntaxe raccourcie qui va nous permettre d'avoir le même résultat. Donc cette instruction, c'est la même chose que celle-là. Je vais donc préférer la seconde qui est beaucoup plus courte. Donc si on vient ici et puis on demande pour l'équipe 1 quel est actuellement le montant total des amendes, on aura 0. On aura 0 vu que l'équipe vient d'être créée. Maintenant si je dis que cette équipe a eu à enfreindre 2 règles, on va appliquer 2 fois les amendes. Vous allez voir maintenant, lorsqu'on va demander le montant total, on a comme valeur 100 000 qui est 50 000 plus 50 000. Donc cela marche, mais on a quelques petits problèmes. Premièrement, il serait intéressant si je pouvais accéder au montant de l'amende en mettant mon objet .FindAmount. Ou bien vu que la valeur de l'amende sera partagée par toutes les équipes, il aurait été intéressant si on pouvait accéder à notre attribut directement depuis la classe. Mais là, ça ne va pas marcher vu que cet attribut n'existe pas. L'autre problème, c'est que cette valeur est également cachée. Donc, imaginons qu'on voulait la modifier. Si elle est utilisée à plusieurs endroits, il faudra modifier cela à ces différents endroits. Et il se peut qu'on oublie de le faire à un endroit.
On va donc définir cette valeur au niveau d'un attribut de notre classe Basketball Team. Pour ce faire, c'est assez simple. Il suffit de venir au niveau de la classe et définir une variable de cette manière-là. Donc là, on est à l'intérieur de notre classe et on a défini notre variable. Si on met pour l'instant FindAmount, ça ne va pas marcher, étant donné que là, c'est comme si on voulait accéder à une variable globale. Donc, imaginons qu'on avait une variable qui était définie de manière globale à l'extérieur de notre classe. Dans ce cas-là, accéder à cette variable aurait marché. Mais vu que nous, on a un attribut de classe, une variable définie au niveau de notre classe qui sera partagée par tous les objets, afin d'y accéder, on va mettre le nom de la classe et rajouter un point. Donc là, je vais commenter le code en bas et on va réexécuter notre script. Et vous voyez, tout continue de marcher. On met une seule amende et bang, on a 50 000. Mais comme je vous l'avais dit, si on n'avait pas préfixé cela du nom de notre classe, on aurait eu droit à une erreur. Il ne connaît pas cette variable. Par contre, si cela avait été défini comme une variable globale, on aurait pu accéder à la valeur sans problème. Mais là, on ne va pas définir de variable globale. C'est une valeur qui est partagée par tous les objets de type équipe basketball. Donc, on va définir cela comme un attribut de classe et on va y accéder au travers de notre classe. En lieu et place de mettre le nom de la classe, on peut mettre également self. Et vous allez voir, ceci va marcher. Donc là, ça peut vous paraître un peu bizarre. Comment est-ce qu'on peut accéder à cet attribut de classe via l'objet lui-même? Pour que vous puissiez comprendre ceci, je vais essayer de mettre ce code-là. Pourquoi pas, on va le dupliquer pour la deuxième équipe. Donc là, je viens de vous montrer que pour accéder à un attribut de classe, soit on met la classe, soit on met un objet de cette classe avec par exemple self. Rappelez-vous, self sera remplacé par team 1 ou bien team 2. Donc là, on demande la valeur de l'attribut de classe FindAmount depuis la classe. Et puis là, on demande cette même valeur depuis un objet de cette classe. On fait CTRL B et vous voyez, on a la même valeur. Ce qui se passe, c'est quoi? Si vous demandez la valeur d'un attribut depuis un objet, Python va vérifier premièrement est-ce que cet attribut existe pour notre objet. S'il ne trouve pas cet attribut au niveau de l'objet, il va le rechercher au niveau de la classe. Et puis dans ce cas-là, il va trouver cet attribut. Pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre, on peut rajouter cette petite astuce qui va nous permettre de voir les différents éléments qu'on a au niveau de notre classe et puis les deux objets. Pourquoi pas, je vais aller étape par étape. On va commenter ceci et puis s'intéresser à notre objet team 1. Vous voyez qu'au niveau de l'objet team 1, on a accès à l'attribut name, l'attribut wins, l'attribut losses, l'attribut total fine pour le montant total des amendes appliquées à cette équipe. Maintenant, si on vient au niveau de la classe et puis on rajoute cette même chose-là, on peut voir qu'on a plein de choses qui ne nous intéressent pas forcément. Mais si vous regardez parmi tous ces éléments, on a un attribut FindAmount qui a comme valeur 50 000. Donc cet attribut existe pour notre classe. Ce qui va donc se passer, si vous demandez FindAmount au niveau d'un objet, il ne va pas le trouver, mais il va le trouver au niveau de la classe. Et c'est ce qui nous permet de pouvoir accéder à un attribut de classe, soit via l'objet, soit via ici la classe. Laissez-moi vous présenter à présent une notion très importante. On va prendre notre attribut de classe et on va modifier sa valeur. On va mettre comme valeur, disons, 30 000. Donc, lorsqu'on a défini la classe, cet attribut avait comme valeur 50 000. Mais là, on a modifié la valeur de l'attribut à 30 000. Donc, lorsqu'on va demander la nouvelle valeur, on aura 30 000. Ces deux objets n'ont pas d'attribut FindAmount, donc ils vont prendre la valeur qui est présente au niveau de notre classe. Donc là également, on aura 30 000. CTRL B et vous voyez 30 000 partout. Donc si on avait affiché les valeurs avant la modification, on aura 50 000, bang, et après la modification, 30 000. Maintenant, faisons quelque chose de différent. On va modifier cette valeur en passant par un objet. Je vais mettre comme valeur 25 000. Exécutons d'abord ce code et vous voyez que la deuxième valeur est à 25 000. C'est-à-dire que la valeur pour cet attribut en rapport avec l'objet team 1 est maintenant 25 000.
Mais pour les deux autres éléments, on a comme valeur le 50 000 initial. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? Lorsque vous mettez ici team1.findAmount reçoit 25 000, en réalité, Python va créer un nouvel attribut pour cet objet qui aura comme valeur 25 000. Juste pour vous le montrer, on va faire un print de team1._dict. Soit dit en passant, en lieu et place de dire $_, c'est la même chose que $_. Et les développeurs Python préfèrent dire dunder. Donc, ils vont dire ici dunder_dict. Donc, je vais afficher ceci avant et après. Donc, vous allez voir, avant d'avoir modifié cette valeur, on n'a pas d'attribut findAmount au niveau de notre objet. Maintenant, après, lorsqu'on fait cette modification, ce n'est pas cet attribut-là qui sera modifié, mais en réalité, Python va rajouter un nouvel attribut spécifiquement pour cet objet team1 qui aura comme valeur 25 000. Mais si on regarde l'autre objet team2, vu qu'on n'a pas eu à faire d'affectation, on voit que lui, il n'a pas d'attribut findAmount. Donc, lorsqu'on va revenir maintenant à ce niveau-là, on va demander premièrement la valeur de findAmount pour basketball team. On aura 50 000. Pour ce deuxième-là, Python verra que on a rajouté un nouvel attribut. Donc, il va prendre cette valeur 25 000. Et pour ce dernier, on n'a pas d'attribut, donc il va prendre celui de la classe. Et on aura comme valeur maintenant 50 000. Donc, vous voyez 50 000, 25 000, 50 000. Donc, quelque chose de très important. Si vous avez un objet, vous pouvez rajouter des attributs dynamiquement. Donc, j'aurais pu rajouter un attribut Toto qui a comme valeur cool, mais cet attribut-là sera rajouté uniquement à cet objet. Il ne sera pas rajouté à tous les autres objets. Donc, vous voyez, on a un nouvel attribut Toto qui a comme valeur cool pour team 1, mais vu qu'on l'a rajouté uniquement pour team 1, il ne sera pas présent pour team 2. On peut voir qu'au niveau de team 2, on n'a pas d'attribut Toto. Donc, cela est important. Pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'en fonction de self ou de basketball team, le résultat peut être différent. Si on a modifié la valeur de findAmount pour team 1, disons 25 000, à chaque fois que cette équipe va recevoir une amende, on va incrémenter la valeur de 25 000. Si la valeur est self à ce niveau, il va prendre ici 25 000 comme valeur, étant donné que cet attribut existe spécifiquement pour cet objet. Alors que si on avait mis ici basketball team, il allait toujours prendre la valeur de l'attribut de classe, même si on a rajouté un attribut findAmount pour un objet spécifiquement. Dans mon cas, je vais préférer laisser le self. Comme ça, si par exemple, on veut appliquer une amende particulière à une équipe, étant donné que par exemple, elle viole trop de règles, on pourra le faire. De la même manière, on aura une amende qui est setée globalement qui pourra être utilisée. Plus tard, lorsqu'on verra l'héritage, on va voir qu'utiliser self va permettre aussi de pouvoir modifier cette valeur pour des sous-classes. On y reviendra, ne vous inquiétez pas. Donc, en levant tout ceci, et puis on va essayer de vérifier qu'on a bien compris, je vais prendre l'équipe 1 et puis on va demander actuellement quel est le montant total des amendes que cette équipe a eu à avoir. Là, on aura 0, vu que l'équipe vient d'être créée. On va appliquer une amende. Je mets ici getFind. N'oubliez pas de mettre les parenthèses, sinon vous n'aurez pas d'erreur. Mais rappelez-vous, ça ne va pas marcher parce que la méthode n'est pas appelée. Donc, il faut mettre les parenthèses pour appeler la méthode. On valide et vous voyez, on a une amende de 50 000 au total pour cette équipe. On duplique, on aura maintenant une amende de 100 000. Mais si on avait modifié la valeur de l'attribut findAmount pour cette équipe spécifiquement en mettant 10 000, étant donné que là, on a un self, il verra que la valeur pour cet attribut, c'est 10 000. Donc, à chaque fois qu'on va appliquer une amende, il va rajouter 10 000. Donc là, dans ce cas-là, on aura 20 000. Par contre, si on faisait la même chose pour équipe 2, vu que équipe 2 n'a pas d'attribut findAmount, il va prendre la valeur de l'attribut de classe. On aura donc 50 000 plus 50 000. Et si on commande ceci, vous allez voir 100 000 qui sera affiché tout juste en bas. J'espère au moins que maintenant, c'est beaucoup plus clair. Avant de terminer, je vais vous montrer un exemple au niveau duquel il ne serait pas intéressant d'accéder à un attribut de classe via self.
Imaginons qu'on veut compter le nombre total d'équipes créées. Je vais créer un attribut de classe, nombre d'équipes, et on va l'initialiser à 0. Ensuite, on va dire que à chaque fois qu'une équipe est créée, on va incrémenter cette valeur de 1. Rappelez-vous la méthode init, elle est appelée à chaque fois qu'on crée un objet de notre classe. Donc, lorsqu'on va créer ce premier objet, on va incrémenter ceci de 1. Cela va permettre de savoir qu'on a maintenant une équipe. On crée un deuxième objet, la méthode est appelée, on incrémente de 1, on aura maintenant 2 équipes. Donc, si je viens tout juste en bas et que j'affiche basketballteam.numberofteams, vous allez voir, on a 2 équipes. Si on fait un print bien avant la création, on aura 0 équipe et puis après la création, 2 équipes. Dans ce cas-là, ça ne fait aucun sens de mettre self, vu que le nombre d'équipes sera partagé par tous les objets. Pour ceux qui sont curieux, on peut mettre self et voir ce qu'on a comme résultat. Vous voyez qu'on a 0, 0. C'est comme si cette valeur n'a pas été modifiée. Affichons maintenant team1.numberofteams et team2.numberofteams. Et on peut voir on a 1 et 1 comme valeur. Donc là, je vais faire quelques dessins afin de m'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Au niveau de notre classe Basketball Team, on définit 2 attributs de classe, nombre d'équipes et puis le montant de l'amende. Donc on a comme valeur 0 et pour l'amende, on a comme valeur 50 000. On va agrandir un peu ceci. Maintenant, tout juste en bas, on demande quelle est la valeur de la variable de classe number of team et on demande ceci directement via la classe. Donc la valeur normalement, ce sera 0 parce que c'est la valeur qu'on a actuellement. Après, on crée un objet de type basketball team. Donc il va créer à ce niveau-là un objet team1. Donc je vais mettre ici objet team1. Et vu qu'on crée un nouvel objet, la méthode init est automatiquement appelée. On va passer le nom, le nombre de victoires et le nombre de défaites. Donc nom, nombre de victoires, nombre de défaites. On va donc définir 3 attributs. Donc un premier attribut qui sera ici le nom, qui aura comme valeur Golden State Warriors. On va agrandir un peu ceci. Ensuite, un autre attribut, wins, qui aura comme valeur 12. Et un attribut défaite, qui aura comme valeur 39. De la même manière, on définit un attribut, total finds, qui aura comme valeur 0. Je vais agrandir cela. Maintenant, vous voyez ici, qu'est-ce qu'on fait? Je vous ai dit que cette instruction, elle est similaire à cette instruction-là. Donc, c'est comme si on demande, on veut récupérer la valeur de l'attribut number of teams. Donc, pour l'instant, à ce stade, on n'a pas d'attribut number of teams. Et comme je vous l'ai dit, lorsqu'on tente d'accéder à un attribut qui n'est pas présent au niveau de l'objet, donc on n'a pas d'attribut au niveau de l'objet team1, on va le rechercher au niveau de la classe. Et au niveau de la classe, on a bel et bien cet attribut qui a comme valeur 0. Donc là, on aura comme valeur 0. 0 plus 1, ça fait ici 1. Et on crée maintenant un attribut pour cet objet team1 spécifiquement qui aura comme valeur 1. Donc là, on ne va pas créer l'attribut ici. Ce n'est pas comme si on modifie cette valeur-là, vu qu'on n'a pas mis ici basketball team plus. On est en train de créer un nouvel attribut au niveau de notre objet team1, number of teams. Et cet attribut aura comme valeur 1. Donc c'est pourquoi précédemment, tout ceci va nous permettre d'avoir un nouvel attribut pour cet objet qui a comme valeur 1. Donc si on vient à ce niveau-là, et puis on demande la valeur de number of teams depuis la classe, la valeur est restée inchangée, elle sera toujours 0. Par contre, si on demande ceci au travers de l'objet, on a créé un nouvel attribut pour cet objet qui a comme valeur ici 1, et là on verra 1 qui va s'afficher. Vous pouvez le prouver en utilisant l'astuce que je vous ai montrée, et vous allez voir que un nouvel attribut a été créé pour cet objet qui a comme valeur 1. Et on aura la même chose pour team2. Il va créer un deuxième objet, donc on peut copier ceci. Je vais le mettre à ce niveau-là. On va descendre un peu. Donc il va créer un objet team2 qui aura comme nom Los Angeles Lakers. Le nombre de victoires, c'est 40. Et puis le nombre de défaites, c'est 10. Ici, la valeur, c'est 0.
Et de la même manière, c'est comme s'il va créer un nouvel attribut qui aura comme valeur 1. Donc, si on demande la valeur de ceci, on aura 1 et on peut le prouver avec dict. On peut voir qu'il a créé un nouvel attribut. Alors que si on avait gardé ce qu'on avait précédemment, basketball team, lorsqu'il allait créer un nouvel objet de cette classe, il allait simplement incrémenter la valeur de cet attribut ici. Donc, il ne va pas créer un nouvel attribut pour cet objet spécifiquement, ni un nouvel attribut pour ce deuxième objet spécifiquement. Il va simplement incrémenter cette valeur au fur et à mesure. Donc, lors de la première création, on va l'incrémenter de 1. Donc, on aura une nouvelle équipe. Donc, je vais mettre ici 1. Et lors de la création de la deuxième équipe, on aura comme valeur maintenant ici 2. OK? Et au niveau de ces deux objets, on n'aura pas d'attribut number of teams. Number of teams. Donc là, lorsqu'on va demander maintenant la valeur de cet attribut, via la classe, on aura comme valeur 2. Via l'objet, il verra qu'au niveau de ces objets, on n'a pas cet attribut. Donc, il va prendre la valeur plutôt depuis la classe. Et vous allez voir, on aura 2 comme valeur un peu partout. OK? Ce 0 là est affiché parce qu'on n'avait pas encore créé les équipes. Maintenant, vous pouvez le prouver. On va regarder au niveau de la classe. On verra qu'on a un attribut qui aura comme valeur 2 actuellement. Maintenant, au niveau des différents objets, on verra que à ce niveau-là, on n'aura pas d'attribut number of teams. CTRL B. Et vous voyez, on n'a pas d'attribut number of teams. Donc, il prend la valeur depuis la classe. Donc, comme on peut le voir dans ce cas-là, ça ne fait pas vraiment de sens de mettre self. Il est plus intéressant d'utiliser la classe. Alors, je sais que ça fait beaucoup de choses, mais j'espère au moins qu'avec cette explication, vous comprenez maintenant la différence entre les attributs de classe et les attributs d'instance. De la même manière, vous savez dans quel cas utiliser les attributs de classe et dans quel cas utiliser les attributs d'instance. Alors, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Si tel est le cas et que vous souhaitez m'encourager, il y a plusieurs moyens pour le faire. Le moyen le plus simple, c'est de liker la vidéo. Vous pouvez également la partager avec votre entourage. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez ici vous abonner afin d'être notifié à chaque fois que je vais publier de nouvelles vidéos. Et pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez faire un don PayPal en utilisant le lien en description. On se donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons parler des méthodes de classe. Je n'en dis pas plus, stay tuned and take care. Peace.